Je suis maigre, nerveux, avec des bras minces, de longues jambes et si peu de ventre que mon pantalon descend facilement sur mes hanches. En somme, je suis tout à fait le contraire de ce qu'il faut pour être un bon camionneur. Regardez les camionneurs, ce sont tous des morceaux d'hommes avec des épaules larges, des bras de porte-fée, les reins et le ventre solides, car c'est toujours sur ses bras, ses reins et son ventre que le camionneur doit compter. Ses bras pour tourner le volant dont le diamètre a, dans les camions, presque la longueur d'un bras, et certaines fois, dans les tournants de montagne, il faut faire à ce volant un tour complet. Les reins pour résister à la fatigue de rester assis pendant des heures, toujours dans la même position, sans prendre des crampes ou perdre sa souplesse. Et enfin, le ventre pour rester en place, bien immobile, calé dans le siège, encastré comme une pierre. Ceci pour le physique. Quant au moral, je suis encore moins bien constitué pour ce métier. Le camionneur ne doit pas avoir de nerfs, pas d'idées qui lui trottent dans la tête, ni nostalgie, ni autre sentiment délicat. La route est exaspérante et durer un bœuf. Et en ce qui concerne les femmes, le camionneur, comme le marin, ne doit pas y penser, sinon, avec ses départs continuels, il deviendrait fou. Mais je suis plein de pensées et de préoccupations. J'ai un tempérament mélancolique et j'aime les femmes. Et pourtant, malgré tout ce que ce métier m'offrait de désavantages pour moi, je voulus être camionneur et réussis à me faire engager dans une maison de transport. On me donna pour compagnon un certain Palombi, qui était, on peut le dire, une vraie brute, le type du parfait camionneur. Non que les camionneurs ne soient souvent intelligents, mais il avait en plus la chance d'être stupide, ce qui lui permettait de ne faire qu'un avec son camion. Tout en ayant passé la trentaine, il avait gardé quelque chose d'un adolescent, une figure pleine avec des joues rebondies, de petits yeux sous un front bas, une bouche taillée en tirelire. Il parlait peu, pas du tout même, et de préférence par des grognements. Son intelligence ne s'éclaircissait que lorsqu'il était question de nourriture. Je me souviens qu'une fois nous entrâmes, là et affamés, dans une auberge d'Itry, sur la route de Naples. On ne nous offrit que des haricots secs, et j'y touchai à peine, car mon estomac ne les supporte pas. Palombi en dévora 2 assiettes pleines, puis s'étirant sur sa chaise, il me regarda un moment avec solennité, comme s'il fallait me dire quelque chose d'importance. Finalement, il prononça en se passant la main sur le ventre: j'en aurais bien mangé 4 assiettes de plus. C'était la profonde pensée qu'il avait mis si longtemps à exprimer. Avec un tel compagnon qui paraissait de bois, je n'ai pas besoin de vous dire si je fus content quand, pour la première fois, nous rencontrâmes Italia. À cette époque, nous faisions la route Rome-Naples en transportant les choses les plus diverses: briques, ferrailles, rouleaux de papier d'imprimerie, petits troupeaux de moutons se déplaçant d'un pâturage à l'autre. C'est à Terracina qu'Italia nous fit signe de nous arrêter, nous demandant de la conduire à Rome. Nous avons ordre de ne prendre personne, mais après l'avoir regardé du coin de l'œil, nous décidâmes que, pour cette fois, l'ordre ne serait pas valable. Nous lui dîmes de monter et elle grimpa vivement en disant: vive les camionneurs qui sont si gentils. Italia était une fille provocante, il n'y a pas à dire. Elle avait un buste incroyablement long, avec une poitrine haute, des seins en avant, pointus, insolents sous certains tricots ajustés qui lui descendaient jusqu'aux hanches, un long cou et une petite tête brune avec de grands yeux verts. Sous ce buste si long, elle avait les jambes courtes et tordues au point de donner l'impression qu'elle pliait les genoux en marchant. Pas belle, en somme, mais mieux que belle, et j'en eus la preuve durant ce premier voyage quand, à la hauteur de Cisterna, alors que Palombi était au volant, elle glissa sa main pour prendre la
serra fort sans la lâcher un instant jusqu'à Velletri où je devais prendre la place de Palombi. C'était l'été, vers 4 heures de l'après-midi, qui est l'heure la plus chaude, et nos deux mains étaient glissantes de sueur, mais elle, de temps en temps, me jetait un regard de ses yeux verts de Romanichel, et il me semblait que la vie, après n'avoir été pour moi pendant quelque temps qu'un ruban d'asphalte, recommençait à me sourire. J'avais trouvé ce que je cherchais, une femme à qui penser. Entre Cisterna et Velletri, Palombi stoppa et descendit pour aller vérifier les roues, et moi, j'en profitai pour donner un baiser à Italia. À Velletri, je pris volontiers la place de Palombi. Pour un jour, une étreinte de main et un baiser, cela suffirait. Dès lors, régulièrement, Italia, 1 ou 2 fois par semaine, se fit conduire de Rome à Terracina et retour. Elle nous attendait le matin près des remparts, toujours avec quelques paquets ou valises, et si c'était le tour de Palombi de conduire, elle serrait ma main jusqu'à Terracina. À notre retour de Naples, elle nous attendait à Terracina, remontait et nos étreintes recommençaient. Sans compter, lorsque Palombi ne pouvait nous voir, les baisers à la dérobée qu'elle n'acceptait d'ailleurs qu'avec mauvaise grâce. Bref, je m'ai pris pour de bon, d'autant que depuis longtemps je n'avais aimé une femme et que j'en avais perdu l'habitude. Il suffisait même maintenant qu'elle me regardât d'une certaine façon pour que je m'attendrisse aussitôt, comme un enfant, jusqu'aux larmes. Larmes de douceur, certes, mais qui me semblaient une faiblesse indigne d'un homme et que je m'efforçais, sans y parvenir, de refouler. Quand c'était mon tour de conduire, profitant de ce que Palombi dormait, nous parlions à voix basse. Je ne me rappelle rien de ce que nous disions. Des riens, évidemment, des taquineries, des propos d'amoureux. Mais je me souviens bien que le temps passait vite. Même cette ligne droite de Terracina, qui d'habitude n'en finissait plus, passait comme par enchantement. Je ralentissais jusqu'à 30, 20 à l'heure, me faisant presque dépasser par les charrettes, mais il fallait toujours arriver au bout, et Hilaria descendait. La nuit, c'était encore mieux. Le camion avançait tout seul pour ainsi dire. Je tenais le volant d'une main, et de l'autre j'enlaçais la taille d'Italia. De temps en temps, au fond des ténèbres, les phares des autres voitures s'allumaient et s'éteignaient, et j'aurais voulu, en répondant à leurs signaux, composer avec mes lumières quelques phrases qui disent à tous mon bonheur. J'aime Italia, et Italia m'aime, par exemple. Ou bien Palombi ne s'apercevait de rien, ou il feignait de ne pas s'en apercevoir. Le fait est que, pas une fois, il ne protesta contre ces voyages si fréquents d'Italia. Quand elle montait, il poussait un grognement en guise de salut, puis se tirait de côté pour la laisser s'asseoir. Elle était toujours entre nous deux, car il ne me fallait pas perdre la route de vue et pouvoir avertir Palombi que la voie était libre, au cas où nous dépassions un autre véhicule. Palombi ne protesta même pas quand, dans mon exaltation, je voulus inscrire sur le pare-brise quelque chose ayant trait à Italia. Après avoir longuement réfléchi, j'écrivis en lettres blanches « Viva l'Italia ». Mais Palombi était si stupide qu'il ne comprit le double sens que lorsque certains camionneurs vinrent nous demander pourquoi nous étions devenus si patriotes. C'est alors seulement qu'il me regarda, bouche bée et, ébauchant un sourire, déclara « Il croit qu'il s'agit de l'Italie et au contraire, c'est la fille. C'est bien trouvé ça, tu es malin. » Les choses allèrent ainsi pendant 2 mois et peut-être plus. Mais un jour, après avoir comme d'habitude déposé Italia à Terracina, nous reçûmes à notre arrivée à Naples l'ordre de décharger et de revenir sur le champ à Rome, sans nous arrêter pour la nuit. Je fus désolé car nous avions justement rendez-vous avec Italia le lendemain matin. Mais l'ordre était l'ordre. Je pris le volant et Palombi se mit aussitôt à ronfler. Jusqu'à Itri, tout alla bien. La route est tout en tournant, et la nuit, quand la lassitude commence à se faire sentir, les tournants qui
chassait, je me mis à penser avec ardeur à Italia. Cependant, tout en l'évoquant, il me semblait que mes pensées s'entrecroisaient de plus en plus dans ma tête, comme les branches d'un bois qui devient de plus en plus épais et finit par devenir obscur. Je me souviens que je me dis tout à coup, heureusement que j'ai sa pensée pour me tenir éveillé, sans quoi je me serais déjà endormi. Et voilà qu'au contraire, je dormais déjà, et cette pensée, c'est en dormant que je la formulais. Le sommeil me l'envoyait pour me faire mieux dormir, avec plus d'abandon. Au même moment, je sentis que le camion sortait de la route et entrait dans le fossé, et j'entendis derrière moi le fracas et le choc de la remorque qui se renversait. Nous roulions lentement, et, grâce à cela, nous ne nous fîmes aucun mal. Mais une fois descendus, nous vîmes que la remorque s'était retournée, les roues en l'air, avec tout son chargement, des pots à tanner, en tas dans le fossé. Il faisait noir, un ciel plein d'étoiles mais sans lune. Heureusement, nous étions aux portes de Terracina. À droite, la montagne, à gauche, au-delà des vignes, la mer calme et sombre. Palombi se contenta de dire « Tu en as fait une belle » et ajouta que nous n'avions plus qu'à aller chercher de l'aide à Terracina. Nous n'en étions qu'à quelques pas, mais comme nous arrivions à la sortie de la ville, Palombi, qui pensait toujours à manger, déclara qu'il avait faim. Il fallait attendre au moins 1 heure l'arrivée d'un camion de secours avec une grue, aussi bien pouvions-nous aller à l'auberge. Aussi, en entrant à Terracina, nous nous mîmes en quête d'un local. Mais il était plus de minuit et sur cette place ronde, toute trouée par les bombardements, il n'y avait qu'un café d'ouvert. Encore était-il en train de fermer. Nous prîmes une ruelle qui semblait se diriger vers la mer et, au bout d'un moment, aperçûmes une lumière éclairant une enseigne. Nous hâtâmes le pas, plein d'espoir. C'était bien une auberge, mais le rideau de fer était baissé à demi, comme si on allait fermer. Les portes étaient vitrées et le rideau laissait à découvert une petite surface de verre par laquelle on pouvait regarder à l'intérieur. « Veux-tu voir si c'est vraiment fermé ?» dit Palombi, et il se baissa pour regarder. Je me baissai à mon tour. Alors nous aperçûmes une pauvre salle d'auberge de campagne, avec quelques tables et un comptoir. Les chaises étaient posées à l'envers sur les tables et Italia, armée d'un balai, faisait rapidement le nettoyage, un torchon noué autour de ses hanches. Derrière le comptoir, tout au fond de la salle, se trouvait un bossu. J'en avais vu des bossus, mais aussi parfait que celui-là, jamais. Les 2 mains encadrant son visage, sa bosse dépassant sa tête, il regardait fixement Italia avec des yeux noirs et bileux. Elle le balayait vivement, puis le bossu, sans bouger, dut lui dire quelque chose, car elle vint auprès de lui, posa son balai contre le comptoir et, lui mettant un bras autour du cou, lui donna un long baiser. Puis elle reprit son balai, voltigeant dans la pièce comme si elle dansait. Le bossu descendit du comptoir. C'était un bossu marin, avec des sandales, des pantalons bleus de pêcheur retroussés à mi-mollet et une chemise à col ouvert. Il s'approcha de la porte et nous reculâmes tous les deux, avec la même pensée. Le bossu ouvrit la porte vitrée et de l'intérieur baissa le rideau de fer. Je ris pour cacher mon trouble. Eh bien, qui l'eût cru? Et Palombi répondit, en effet, avec une amertume qui me surprit. Nous allâmes au garage et passâmes la nuit à redresser le camion et à recharger les pots. Mais à l'aube, comme nous nous dirigions vers Rome, pour la première fois, peut-on dire, depuis que je le connaissais, Palombi se mit à parler. « As-tu vu ce qu'elle m'a fait, cette sorcière d'Italia ?»« Quoi donc ?» fis-je ahuri. « Après tant d'avances qu'elle m'a faites, continua-t-il, lent et obtus, dire qu'elle me serrait la main tout le temps que nous roulions, à l'aller et au retour, et je lui avais dit que je voulais l'épouser, et pour ainsi dire on était fiancés. Eh bien, tu as vu, un bossu. » Le souffle coupé, je ne répondis rien. Palombi reprit. Je lui avais fait de beaux cadeaux, du corail, un foulard de soie, des
cette fille était tout à fait ce qu'il me fallait. Une ingrate et une sans cœur, voilà ce qu'elle est. Il continua sur ce ton pendant un moment, lentement et comme se parlant à lui-même, dans cette lumière pâle de l'aube, tandis que nous roulions en ferraillant sur la route de Rome. Ainsi, j'étais obligé de le reconnaître. Italia, pour économiser des billets de chemin de fer, nous avait dupés tous les deux. Les paroles de Palombi me brûlaient parce qu'il disait les mêmes choses que j'aurais pu dire et que, dans sa bouche à lui qui ne savait parler, ces choses me paraissaient ridicules. Si bien que je lui dis tout à coup, brutalement, « Mais laisse-moi donc en paix avec cette resquilleuse, j'ai envie de dormir. » Lui, le pauvre, il répondit, « Il y a des choses, vois-tu, qui font du mal. » Et puis il demeura muet jusqu'à Rome. Pendant des mois, la tristesse ne me quitta pas. La route était redevenue pour moi ce qu'elle était auparavant, sans fin ni commencement. Rien d'autre qu'un ruban amer à avaler et à rejeter 2 fois par jour. Mais ce qui m'incita à changer de métier, ce fut qu'Italia ouvrit, juste sur la route de Naples, une auberge à l'enseigne, au rendez-vous des camionneurs. Un beau rendez-vous, oui, qui valait la peine de faire des centaines de kilomètres pour le fréquenter. Naturellement, nous ne nous y arrêtions jamais, mais tout de même, voir en passant Italia derrière le comptoir et le bossu qui lui passait les verres et les canettes de bière, cela me faisait mal, et je quittai le métier. Le camion avec l'inscription Viva Italia et Palombi au volant roule toujours sur les routes.